plaisir est pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Invité 30. Madame et messieurs, merci pour l'intérêt que vous accordez en cette émission Invité 30. L'actualité judiciaire, c'est aussi le procès Bukanga Lonjo qui continue à diviser la classe, qui continue à diviser les deux grandes institutions de la République démocratique du Congo, notamment l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. Il faut noter que la prochaine audience est prévue pour le 14 mai prochain. Sur ce plateau, je reçois M. Rodrigue Bonsole qui est communicateur du LGD. Il n'est plus à présenter. Bonjour M. Rodrigue. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Je me porte bien. C'est un honneur pour moi de venir encore dans cette émission. Ce n'est pas pour la première fois. Je pense que nous allons parler de bonnes choses qui sont différentes du genre. Et enfin, on va bien avancer. Des bonnes choses. Très bien. Pas en cravate rouge aujourd'hui. Bon, la cravate rouge, comme je vous ai dit, c'est une apparence qui est extérieure. La cravate rouge plutôt est dans le cœur et dans le sang. Donc, tout le monde peut mettre la cravate rouge et la costume. Donc, pour nous, les gens du LGD, nous savons très bien que la bonne gouvernance se résume en ce qui est dans le cœur. Donc, l'apparence extérieure est peu considérée, bien peu considérable en quelque sorte. Donc, la cravate rouge est dans le cœur. La prochaine audience est pour le procès Bukanga Lonjo pour le 14 mai. Vous continuez à crier à l'innocence de l'honorable Matata Ponyo. Le 14 mai, je crois, ce sera la déclaration de verdict que le président Kamuleta avait annoncé depuis quelque temps. Il déclarera le verdict. C'est la Cour qui va déclarer. La Cour, c'est lui qui préside la Cour. On ne sait pas s'il va condamner ou bien acquitter, mais nous voyons de bon oeil que Matata sera bien acquitté dans tout ce que nous connaissons, parce qu'il est innocent. Et l'affaire Bukanga Lonjo, c'est juste quelque chose qu'on l'a collé, parce qu'il n'est pas de près ni de loin le gérant de ces projets Bukanga Lonjo. Et le ministère public qui avait requis 20 ans de prison à l'honorable Matata Ponyo et consort. Et comment vous, au niveau du LGD, vous avez reçu cette demande du ministère public? En quelque sorte, c'est un non-événement, madame. Vous savez, en droit, lorsque vous assistez dans plusieurs procès, notamment le procès, je pourrais vous expliquer sur le procès procès 100 jours. Vous avez entendu le ministère public en fait condamner des gens en fait de l'époque comme M. Kamere s'est accusé à plus de 20 ans. Mais nous avions vu et compris après quelques temps qu'ils n'étaient pas coupables. Ils ont été libérés à quelques mois. Donc le verdict du ministère public n'est pas du tout considéré. Lorsque le ministère public peut déclarer ou bien prononcer quelque chose contre un accusé, donc c'est à prendre, mais pas du tout en considération. Donc c'est quelque chose qui peut être aussi annulé, c'est quelque chose qui peut être aussi débattu et puis revu à néant. Justement, maintenant, nous voulons savoir qu'est-ce qui se passe entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. Honorable Matata Ponyo, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit protégé au niveau de l'Assemblée nationale? Merci madame. Vous avez, honorable Matata, c'est un député national qui est voté dans cette législature quatrième législature. Il est couvert d'immunité. Un député national qui est couvert d'immunité et en quelque sorte il est protégé. J'ai entendu des gens dire que le procès Bukanga Lonjo en vigueur, c'est un procès qui a été offert depuis 4 ans ou 5 ans, quoi que ce soit. Mais je peux le recadrer et leur dire que le président Kamuleta a réouvert l'instruction. Donc l'instruction a été recommencée. Ils ont recommencé l'instruction en date du 14. Donc lorsqu'on recommence l'instruction, on comprend que tout ce qui a été déjà commencé est revu. En fait, le compteur est revu à la case du départ. Donc avant que l'on puisse appeler ou bien rappeler Matata à la Cour constitutionnelle, on doit d'abord demander la levée des immunités. Le bras de fer que vous aviez mentionné entre le président Kamuleta et le président honorable Vital Kamerhe,
c'est constitutionnel. J'ai Parce que, relevé le bras de fer entre deux institutions, des grandes institutions du pays. bien sûr, je madame, n'ai pas ce cité Honorable Tata Pogno et le président Kamouleta. J'ai dit la Cour constitutionnelle parce que on parle de la Cour et non de l'individu que M. Kamouleta, du président très bien. De la Cour constitutionnelle. Oui, voilà. Nous parlons des grandes institutions du pays. Je reviens sur vos propos? Oui, mes propos, oui. Donc, je parlais des deux grandes institutions du pays, notamment l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle, bien sûr. Je voudrais vous expliquer, madame, vous savez, avant d'entrer en débat, on devait d'abord prendre la Constitution. En son article, je crois, 107. Vous avez votre téléphone, on peut juste... J'en ai, mais je pense que ça me prendra un peu de temps. Les téléspectateurs vont le lire. Vous savez, la Cour constitutionnelle est une institution à part qui respecte la Constitution de l'État. Et l'Assemblée nationale aussi doit respecter la Constitution de l'État. Les deux institutions ne peuvent pas se confronter lorsqu'ils se voient devant un fait accompli. Donc, la chose qui va départager ces deux institutions, c'est la Constitution de la République qui doit être respectée. Et quand on constate la violation de la Constitution de par ceux qui sont censés protéger ou bien respecter les lois des pays, c'est quelque chose qui est déplorable, madame. Le président Kamouleta, qui est le chef de la Cour constitutionnelle, doit se plier devant la Constitution. Moi, je n'ai pas vu le bras de fer de là, et j'ai constaté en quelque sorte que c'est le refus d'appliquer ou bien de respecter la Constitution qui amène aux deux institutions au bras de fer. Parce que si l'Assemblée nationale respectait la Constitution et la Cour constitutionnelle aussi respectait la Constitution, Honorable Matata Pogno ne serait pas inquiété. Et quand on constate les deux institutions s'affronter, ça prouve en quelque sorte qu'il y a quelque chose qui cloche, ou soit c'est la Cour constitutionnelle qui est fautif, parce qu'il a instruit une instruction nouvelle pour accuser un député national qui a été voté par la population pendant qu'il garde encore ses immunités. Madame, c'est une honte. C'est une honte, on constate qu'il y a une violation qui est flagrante. Donc la violation est flagrante et puis on ne doit pas inquiéter un député qui a été voté et qui garde encore ses immunités et qui est l'ancien Premier ministre et qui a déjà travaillé dans le gouvernement il y a aujourd'hui plus de 10 ans, dont ses œuvres étaient vues et puis louées de tout le monde, et la Cour même constitutionnelle avait déclaré incompétente de le juger. Je me rappelle du président Dieudonné Kalouba qui avait dit « Je ne suis pas compétent de juger Matata Pogno ». Et après quelques temps, on voit monsieur le président Kamouleta revenir aujourd'hui pour dire qu'il est compétent de le juger. Maintenant, on comprend qu'il y a une manipulation. La manipulation est avérée et c'est tout le monde qui comprend que... La manipulation, c'est à quel niveau? Parce que c'est la Cour qui avait traité comment dire, qu'est-ce qu'on appelle ça, les recours de l'honorable Matata Pogno. C'est la Cour qui avait validé son mandat de députation nationale. Mais pourquoi est-ce que cette même Cour serait encore contre le monsieur, passez-moi l'expression, l'individu ou le président Matata Pogno? Mais c'est tout à fait normal, madame. Matata Pogno fait un Premier ministre qui était remarquable, avec ses œuvres qui sont papables, excusez-moi, qui sont vues et appréciées de tout le monde. Et il doit être jalousé par des gens qui ne le veulent pas, qui ne le veulent pas. Je vous ai donné un exemple. Il y a des gens qui poussent à Matata d'entrer à l'union sacrée de force. Et quelqu'un qui se voit pousser de force et il ne veut pas travailler au gouvernement parce que le gouvernement est finissant. Et on cherche de tous moyens pour l'arrêter. Parce qu'il va porter quoi dans l'union sacrée? Je peux dire la bonne gouvernance. Nous savons qu'il a bien travaillé, il peut apporter la bonne gouvernance et les gens... Quelqu'un qui va bien travailler... La bonne gouvernance, ma soeur, à l'université, la bonne gouvernance. Madame, je parlais de l'université, ça c'est fondé encore un autre sujet.
je n'aimerais pas confondre ou bien qu'on se plie aux rumeurs ou bien aux spéculations du peuple. Les gens peuvent dire que Matata s'est mis Bukangalozo pour récolter ta chose. Madame, c'est pur et simple. Monsieur Rodrigue, vous de avez la suivi avec manipulation. moi, vous avez suivi avec moi Madame, le procès du... C'était encore quoi, le 23 avril. Vous avez suivi avec moi le procès du 23 avril. Il y avait les inspecteurs de l'IGF qui étaient là. Ils ont présenté les rapports. Nous avons tous suivi. Vous étiez là sur place. Nous avons suivi en direct de la RTNC. Nous avons suivi l'exposé ou les motifs de les inspecteurs de l'IGF, où on montre carrément que M. Matata Ponyo il était vraiment noir sur blanc. Noir sur blanc, il y a des accusations qui sont portées contre lui. pourriez-vous me donner le temps de vous répondre? Je vous le concède. Merci, madame. Bukangalozo est existé il y a aujourd'hui plus de 12 ans. Bukangalozo n'est pas à Kinshasa, mais c'est dans une province qui est proche de Kinshasa, c'est au Kwango. Et au fin fond de la forêt. Matata avait travaillé comme Premier ministre dans cette époque, bien sûr, mais le gérant qui était en charge de Bukangalozo savait très bien que les projets allaient continuer. Et le projet Bukangalozo a vu le jour tout près de la ville, ou bien du village, je peux dire Kwango. Maintenant, après son départ, vous avez su qu'il y avait des véhicules, des tracteurs, de maïs même qui étaient importés, des maïs qui étaient fertilisés et plantés afin de produire. Vous avez vu qu'il y avait des avions, il y avait des travailleurs qui étaient là. Et tous ces gens, ou bien ces choses qui permettaient à ce que Bukangalozo soit évolué, ont été volés, détruits après le gouvernement Matata. Les gens qui étaient, qui l'avaient remplacé, n'ont pas su pérenniser tout ce qui est, les acquis que Matata avait laissé à Bukangalozo. Comment aujourd'hui, 10 ans après, les gens ont volé, détruit, abîmé, et aujourd'hui on cherche à faire l'inventaire ou bien aller voir ce qui était resté. Madame, on ne doit pas se voiler la face. On doit être juste et puis dire la vérité. Donc, dans ces procès, on comprend qu'il y a une main noire. Donc, les projets étaient existés, les gens qui l'ont remplacé n'ont pas su pérenniser ou bien évoluer comme il faut dire. Et aujourd'hui, on cherche à clouer quelqu'un qui avait mis en vigueur les projets pour dire des choses sur lui. Donc, les inspecteurs de l'IGF, ils ont vu que les choses qui étaient là ont été volées et détruites. Donc, détruites par des villageois ou bien des gens qui étaient là. Et on cherche à dire que c'est Matata qui n'a pas su... À qui la faute? À qui la faute? La faute, c'est au gouvernement entrant. La faute n'est pas à lui. Parce qu'il travaillait comme Premier ministre, il n'est plus en fonction, il est parti. Mais maintenant, la personne qui l'a remplacé, c'est à lui qu'on va demander. Est-ce qu'il avait fait l'inventaire avant qu'il ne parte? Il avait fait l'inventaire de tout ce qui était là. Il avait fait l'inventaire du nombre de travailleurs qui étaient là. S'il n'avait pas fait l'inventaire. Donc c'est à lui qu'on doit condamner. On ne doit pas chercher de poux dans la tête d'une personne qui est chauve. Mais avant d'incriminer le gouvernement en place, M. Rodrigue, on a d'une manière simple, tout simplifier les choses. Vous êtes là, M. Rodrigue, on vous donne une responsabilité. On vous donne, vous venez avec un projet, vous soumettez les projets, puis on sort l'argent, on vous donne l'argent. Prenez l'argent, allez investir. Vous y allez avec l'argent. Vous faites avec tout ce que vous voulez faire. Au lieu de faire tout ce que, dans le produit dont vous avez présenté dans votre projet, mais vous avez fait autre chose. Après vous, il y a une autre personne qui est venue. Et que la personne là, la faute sera auprès de la personne entrante ou la personne qui avait présenté le projet. Justement, madame, c'est une très bonne question. Moi, je voulais juste comprendre à qui la faute, parce que lui, laissez-moi vous expliquer. Je ne donnerai pas. Le projet était abandonné, tout ça, parce que le gouvernement n'avait pas déboursé de l'argent, tout ça. Maintenant, à qui la faute? Parce que l'argent était là. Et nous avons vu l'argent a été donné. De la banque centrale auprès du Premier ministre. Le Premier ministre, c'est lui qui devrait maintenant faire les dispatching. Madame, merci. Je vous ai laissé le temps de poser la question. Vous savez, si on entrait en détail sur la sortie de l'argent qui avait pris, tout ça, nous risquons de tomber bas. Il y a d'abord
le ministre des Finances, qui devait être interpellé de l'époque, le gouverneur de la Banque centrale, qui devait aussi être interpellé, les dirigeants de l'Africom, les gens qui étaient en charge du projet Kanganozo, toute personne qui a travaillé, en fait, le chef qui ont géré ces projets au haut sommet, devait être interpellé pour voir la lumière. Je me vois maintenant devant un procès qui est monté. Comment ça? Matata devait travailler comme Premier ministre du gouvernement central de la République démocratique du Congo. Il devait gérer plusieurs choses. En soumettant ces projets de Bukangalonzo à Matata, il ne devait pas gérer ces projets seul parce qu'il y avait des gens qui étaient chargés de gérer ces projets. D'où moi je trouve que c'est important de poser cette question aux gens qui ont pris de l'argent de la Banque centrale, aux chefs, aux autorités d'Africom et de ministres qui étaient sur place ou bien qui étaient dans cette époque, qui avaient géré pendant le gouvernement Matata. Ce sont là de bonnes personnes qui devaient être appelées, interpellées, jugées. Et comment on doit appeler quelqu'un qui est au haut sommet pour chercher à découvrir ou bien à nous donner des explications sur des projets qui sont un peu, je peux dire, excusez-moi les termes, des projets qui devaient être gérés par d'autres personnes. Vous voyez, moi je constate, je vois vraiment que c'est un procès qui est politique, qu'on ne doit pas se voiler la face. Vous continuez à certifier que c'est un dossier politique? C'est un dossier politique parce qu'on a cherché partout, on n'a pas vu où est sa culpabilité. Matata n'est pas coupable, on n'a pas vu sa culpabilité. Et aujourd'hui, on cherche à revoir des choses qui sont passées depuis 10-15 ans. Pendant qu'il y a des choses qui sont encore en vigueur, des choses qui sont encore importantes, qu'on devait encore revoir aujourd'hui, qu'on ne les cherche pas. Donc on fuit, on cherche à se cacher derrière la personne qui avait bien travaillé en lui incriminant de faute. Madame, aujourd'hui, je vous dis que ce gouvernement, c'est un gouvernement qui détourne beaucoup de millions de dollars. Vous savez, des projets de forage, des lampadaires, 100 jours, de rames, beaucoup d'autres choses. Est-ce que ces gens-là sont équités? On devait construire des routes. On devait donner à manger. Le peuple d'abord, qu'est-ce qui est du peuple d'abord qu'on avait entendu depuis plusieurs années? Donc c'est pur et simple du charlatan. Madame, Matata n'est pas coupable à mon humble avis. Donc je sais qu'on va l'acquitter le 14 mai et nous serons contents. Et si c'est le contraire? Si c'est le contraire, je vous ai dit que c'est un procès politique. Si c'est le contraire, donc il y a une main noire qui est dedans. Les gens de l'Union sacrée cherchent à le clouer. Je n'ai rien à dire sur ça. Monsieur Rodrigue Massole, vous êtes vraiment à féliciter. Merci beaucoup. Il y a d'autres sujets d'actualité, et notamment l'accord de... Comment on appelle ça? L'accord de paix, on a appelé ça déclaration. Oui. Entre le Rwanda et le... Oui, entre le Rwanda et la RDC. Voilà, la déclaration des principes de Washington. Comment vous avez apprécié, comment vous avez reçu cette déclaration? C'est une bonne question, madame. Vous savez, d'abord, la déclaration que vous avez mentionnée devait être d'abord vue de tout le monde. Nous avions décrié depuis trop longtemps que le Rwanda cherche à malmener le Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des accords que nous, le peuple, la population n'a pas vu. Donc, tous ces accords qui sont signés par le Rwanda, le M23, le gouvernement congolais, est-ce qu'il y a eu des gens qui ont lu et vu si c'est applicable? Madame, on ne doit pas accepter toutes choses parce que nous sommes sous pression, parce qu'on veut qu'il y ait, je peux dire comment, un accord entre le Rwanda et le gouvernement du Congo. Madame, on devait d'abord revoir. Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on doit faire ces accords? Est-ce qu'on doit appeler les Américains à venir investir ou bien faire d'autres choses au Congo? De la population congolaise. C'est non, c'est une chose qui n'est pas bonne. Parce que j'ai entendu... Dans notre temps, il y a des tueries à l'Est. Dans notre temps, il y a des tueries parce que j'ai entendu... Quand vous dites que ce n'était pas à l'ordre du jour... Permettez-moi que j'achève un peu mon dire, madame. Alors que j'ai entendu que les Américains viendront exploiter nos matières premières et aller amener ces matières premières au Rwanda et ensuite
nous allons partager de l'argent avec le Rwanda. Donc, madame, vous comprenez que c'est une chose qui est en train d'amener le Congo en train de tournoyer sur une seule chose, raison pour laquelle on n'avance pas. Donc, monsieur le président Tshisekedi devait revoir, réfléchir encore 2 fois. On ne doit pas précipiter le pays et à faire des accords avec le Rwanda parce que nous voulons la paix. Non. La paix, c'est quelque chose qui se mérite. Si tu veux la paix, prépare-toi à la guerre. Donc, madame... Monsieur Rodrigue, entre la paix et le minerai, qu'est-ce qui est important? Madame, c'est la paix qui est importante, excusez-moi. Et le minerai que nous avons là, le minerai n'appartient pas aux Rwandais, madame. C'est quelque chose qui est honteux. Le minerai n'appartient pas aux Rwandais. Le minerai, c'est pour les Congolais. On devait le faire entre Congolais. C'est pas avec le Rwandais. Et je vous ai parlé l'autre fois qu'on devait ériger un mur. Un mur ou bien faire de grandes restrictions pour empêcher à toute personne qui pourrait venir entrer librement au Congo et voler nos matières et puis partir. Donc, le pays n'est pas contrôlé à 100%, le pays n'est pas géré à 100%, raison pour laquelle vous voyez que le Rwanda nous malmène à chaque temps. Donc, on devait revoir chaque chose, on devait appeler le président Tshisekedi à bien revoir ses accords et à ne pas se précipiter à signer d'accord avec le Rwanda. Parce que le Rwanda sont des gens malins. Vous savez, Kagame a signé combien d'accords? Plusieurs accords avec le Congo. Est-ce qu'il a respecté? Il n'a jamais respecté. Donc, la bonne solution, ce serait de chasser ces gens-là et imposer la paix. Cette fois-ci, il va respecter. Dire cette fois-ci qu'il va respecter, est-ce que le diable s'est converti? Le diable ne se convertit pas. Le diable, c'est un hypocrite. Il peut venir aujourd'hui, il ne se convertit pas. C'est bien déterminé, c'est un accord de principe. Il y a des principes qui sont... il y a des limites. Qui dit principe dit limite. Mais qui est censé gérer, gérer ou bien contrôler ces limites? Si lui, il a ses intentions, il a ses velléités de venir voler les richesses du Congo. L'arbitrage des États-Unis, justement. Laissons voir. Je ne dois pas toujours être pessimiste, je suis optimiste, mais laissons voir. Donnons les temps au temps. Et vraiment, si cela donnera de bons résultats. Et nous, apparemment, à l'opposition, vous voulez toujours quelque chose de son contraire à la fois. Des fois, vous criez aux négociations, dialogue, tout qu'on sort. Maintenant, quand on vous appelle, venez, on va dialoguer, vous dites non. On vous appelle, concertation, vous dites non. On vous appelle... Madame, donc, vous dites quelque chose et le contraire à la fois. Ne dites pas que nous ne voulons pas le dialogue. D'ailleurs, la grande chose que nous déclarons à chaque temps est que nous cherchons le dialogue. Le dialogue inclut, appeler tout le monde sur une même table et puis parler de vraies causes qui détruisent la République démocratique du Congo. Et dans ces causes, on ne doit pas se précipiter vite à faire d'accord avec le Rwanda, partager la richesse du Congo avec le Rwanda, et des choses qui ne sont pas applicables, madame. Donc le dialogue, c'est entre Congolais, et puis appeler ces gens-là, leur poser la question, pourquoi vous cherchez toujours à attaquer le Congo? Les Américains, s'ils devaient venir, c'est venir au Congo. C'est pas au Rwanda, mais c'est au Congo, pour exploiter nos richesses et puis donner de l'emploi aux Congolais. C'est ce que je voulais dire. Mais nous avons suivi l'explication du ministre Mouya. Le ministre Mouya qui avait bien expliqué pour dire que le minerai du Congo n'est pas négocié à un prix quelconque. Madame, merci beaucoup. Monsieur le ministre Mouya, je le respecte. Je sais que il devait d'abord fignoler ses réflexions concernant la richesse du Congo. Et vous savez, avec la pression que le Rwanda a reçue durant ces 4 derniers mois, le Rwanda normalement devait se plier et puis se soumettre à tout ce que le Congo avait demandé ou bien sollicité. C'est pas au Congolais, c'est pas au Congo de se plier au Rwanda, mais c'est au Rwanda de se plier au Congo. Monsieur le ministre Mouya devait d'abord savoir que le Congo, c'est un pays tout entier et le gouvernement passera. Tous ces gens qui dirigent aujourd'hui passeront, mais le pays restera. Et demain, il y aura encore d'autres leaders qui viendront. Donc, les accords qui sont signés ne reflètent pas l'image pure et simple du Congo. Puisque nous chutons déjà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Comment vous avez appris ou reçu la nouvelle de la poursuite de Joseph Kabila, l'ancien président de la République? Merci madame, très bonne question. Je suis de cœur avec vous. Vous savez, le président Kabila, il a fait d'abord 18 ans
au pouvoir en République démocratique du Congo, c'était un modèle, il devait être un modèle pour tous les Congolais. C'est lui d'abord qui était le premier citoyen. Et c'est que le pays qu'il avait dirigé pendant 18 ans est tourmenté aujourd'hui par de rébellions. Il devait normalement se plier derrière les gouvernements en place. Il ne doit pas donner sa position rapidement en soutenant le rebelle. Donc je ne suis pas d'accord avec lui. Les poursuites qui sont mises contre lui aujourd'hui, je pense que on ne doit pas aussi précipiter à mettre des poursuites sur une personne sous base de rumeurs. Est-ce que c'est vrai qu'il est derrière le M23? Si c'est vrai, là je suis d'accord, mais si c'est pas vrai, on doit faire des enquêtes. Est-ce que c'est vrai que le président Kabila est arrivé à Goma? Si c'est vrai, là c'est autre chose, mais si c'est pas vrai, on doit d'abord asseoir ces poursuites qui sont mises contre lui. Donc on ne doit pas faire des poursuites, engager des poursuites contre une personne sous base de rumeurs. Donc on doit avoir des preuves palpables que Kabila est derrière le M23, que Kabila était arrivé à Goma, que Kabila était sur cela, ou bien avait soutenu le M23. Là je suis d'accord avec des poursuites. Mais on ne doit pas faire des poursuites sous base de rumeurs. Monsieur Rodrigue, nous sommes déjà presque à la fin de notre émission. Un message. Un message d'amour d'abord. Comme j'avais parlé l'autre fois avec le président fédéral Alexis Bandiga Isaka, qui m'avait parlé l'autre fois comme conseil. Vous voyez, les entiers, nous sommes Congolais, on n'a pas deux nations différentes. Nous devons d'abord aimer ce pays et travailler pour l'intérêt du peuple. Parce que nous sommes appelés, madame, aujourd'hui je suis ici et demain je serai dirigeant d'une institution. Donc nous sommes appelés à gérer ce pays un jour. On ne doit pas causer du tort à ce pays que nous aimons. Le pays qui héberge nos parents, le pays qui héberge nos parents, comme mon père Bonsoir Bernard, que je salue en passant. Ce pays, c'est son pays. Le pays qui héberge ma mère Véronique, le pays qui héberge tout le monde qui est congolais. Donc on ne doit pas saper l'intégrité nationale. On doit aimer ce pays, travailler pour ce pays, pour qu'un jour le pays qui était tourmenté par des rébellions et se relève et puis prenne l'ascension. Par rapport au procès du 14 mai. Par rapport au procès du 14 mai, c'est non-événement. Je sais qu'en ton moment que Matata sera acquitté, et si on le condamne, donc il y a une main noire qui est là. Et comme il garde encore toutes ses immunités, je vous dis que Matata ne sera pas mise en prison et il ne sera pas condamné. Je vous donnerai ma parole d'honneur. Je vous ai donné ma parole d'honneur et puis je viendrai encore vous donner des bons résultats. Après les 14 mai. Après les 14 mai, oui. Monsieur Rodrigue Bonsole, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, pour l'opportunité. Voilà, fidèles téléspectateurs de Rupture Télévision, nous sommes à la fin de ce numéro de Invité 30 qui avait reçu monsieur Rodrigue Bonsole, qui est cadre au communicateur du LGD, parti cher à l'honorable Matata Pogno. Nous avons parlé du procès Bukangalunju qui poursuit son bon nombre de chemin. D'ailleurs, la prochaine audience est prévue pour le 14 mai prochain. Donc, restez branchés, connectés sur Rupture Télévision à travers votre émission Invité 30. Je dis merci à l'équipe technique, je dis merci à tout le monde, merci au staff dirigeante. Et moi, je vous retrouve prochainement avec notre numéro de Invité 30. Merci beaucoup.